Donc, il est facile d'être certain, il suffit pour ça d'être suffisamment vague. Donc, si on parle de l'efficacité de l'intelligence artificielle, en fait, qu'est-ce qu'on dit? Oui, non. C'est là-dessus qu'on va. Alors, je vais, une petite introduction, parler de quelques mythes autour de l'IA en éducation, parce que c'est bien sûr à partir de là qu'on va pouvoir développer cette question de l'efficacité. De la question, évidemment, de quels sont les principes pédagogiques qui sont essentiels pour justement justifier cette efficacité. Alors, trois objectifs: déconstruire les mythes relatifs à l'IA en éducation, donner quelques exemples de dispositifs numériques efficaces, parce que c'est un propos, expliquer en quoi ces dispositifs peuvent être efficaces. Et si vous ne voulez pas rester tout le temps, trois messages à retenir. L'IA, c'est pas de la magie. L'IA n'est pas efficace intrinsèquement. L'IA est au service de principes pédagogiques. Donc ça, vous avez entendu le message. Maintenant, on va voir son bureau. Première chose, tout le monde s'en va. Alors, donc, il y a quelques mois, au mois d'octobre, j'étais à Montréal. Et à Montréal, il y a une grosse conférence l'IA, entre autres, enfin, numérique en tout cas. Et dans cette conférence, il y avait un collègue belge qui s'appelle Hugues Bersini, que vous avez dû voir déjà à différents endroits au JT et autres, parce qu'on l'interroge beaucoup sur ce sujet. Et il nous a parlé d'un autre de ses collègues, de la gauche, qui s'appelle François Pachet. Et François Pachet, c'est un informaticien spécialisé au niveau du développement de tout ce qui est sonore au niveau de l'IA. Et donc, il a, par exemple, par rapport à une chanson de Beatles qui n'existe pas, recréé celle-ci à partir de toutes les chansons des Beatles qui existent. Et donc, il a créé quelque chose qui ressemble complètement aux Beatles, et je vous invite à aller l'écouter. Mais en gros, cette chanson n'existe pas en tant que telle. Donc ici, on est dans le cas d'un usage de l'IA qui est qu'on peut appeler ludique, qu'on peut appeler récréatif, même si évidemment derrière il y a beaucoup d'ingénierie, il y a beaucoup de technologie. Nous avons eu cette année un prix Nobel, enfin 3 prix Nobel de chimie, qui sont aussi en lien avec l'IA, c'est-à-dire que ces 3 personnes ont développé, dans le cadre de plusieurs projets, comme le projet AlphaFold, qui dépend de Google par ailleurs, des nouvelles structures protéinaires qui permettent de sauver des vies humaines. Donc, prix Nobel de chimie, en lien avec l'IA, grâce à l'IA, on peut développer de nouvelles protéines. On est dans un autre type d'usage de l'IA, ici est beaucoup plus émancipateur. Et enfin, le prix Nobel de physique 2024, toujours en lien avec l'IA. Donc, l'IA, c'est pas qu'une mode, c'est aussi une reconnaissance au niveau aujourd'hui d'un certain nombre de compétences scientifiques. Et donc, ces 2 prix Nobel de physique, eux, ont contribué à la manière dont l'intelligence artificielle s'est développée, en travaillant sur la manière dont on peut faire des liens entre la physique et la manière dont les neurones artificiels peuvent fonctionner. Mais ces 2 prix Nobel de physique, ce qu'ils nous disent au terme de leur remise de leur prix, c'est que faites attention, ces intelligences artificielles ont des capacités qui dépassent celles que vous pouvez imaginer. L'IA créative, l'IA émancipatrice, l'IA risquée. Donc, déjà, comme on le disait en préalable, si on veut être certain de quelque chose, soyons vagues. Ici, on est déjà moins vague. On parle de différents types d'IA qui ont différents types de fonctions et qui sont appréciés de façon différenciée aussi. Stigler, Bernard Stiegler, j'imagine que toutes les personnes qui travaillent dans le domaine du numérique en ont déjà entendu parler. Son concept de pharmacone, l'IA est autant, enfin, le numérique est autant un remède qu'un poison. Donc, de nouveau, on fait dire au numérique plein de choses, tant positives que négatives. Et donc, on est bien dans cette mouvance-là de qu'est-ce qu'il y a derrière les termes et qu'est-ce que l'on peut associer à. La question de l'efficacité du numérique, et de l'IA en particulier, bon, je ne vous fais pas le détail de l'omniprésence du numérique, la multiplicité des outils, quand même une petite focale pour râler un petit coup sur le fait qu'aujourd'hui, on a bien un référentiel des compétences numériques pour les enfants de 3 à 15 ans, mais pas de référentiel de formation des enseignants au numérique. On demande à nos enseignants de former les enfants, il y a un référentiel qui est là, il n'y a pas de référentiel pour les enseignants. C'est quand même une petite aberration par rapport à laquelle on peut la relever à chaque fois, je pense, parce que ça me paraît assez indispensable de taper sur le clou pour insister que ça se fasse un jour.
Les jeunes sont naturellement compétents. On voit ça avec génération X, génération XZ, génération Y, etc. Que nous disent les études PISA, seulement 54% des élèves sont capables d'évaluer la fiabilité des sources. On doit distinguer usage, apprentissage. C'est pas parce qu'ils emploient qu'ils apprennent avec ces outils. Donc, voilà. De quoi parle-t-on quand on parle d'IA, de numérique? Là, ce n'est pas nécessairement parce que les gens l'utilisent ou la connaissent que pour autant ils sont compétents en termes d'usage pédagogique. Alors, tout ça parce qu'il y a des mythes qu'il faut de lire en éducation. Par rapport à ces mythes, je me suis inspiré de l'ouvrage que vous connaissez sûrement aussi, d'Amadieu et Tricot, Apprendre avec le numérique, dans lequel le 4e chapitre s'interroge essentiellement sur cette question de l'intelligence artificielle qui va révolutionner l'enseignement. Bien sûr, c'est un mythe, c'est comme ça qu'ils formulent leur tête de chapitre, pour montrer que c'est une partie de la vérité, c'est une partie de l'analyse, et que donc il y a bien sûr des éléments positifs, mais il n'y a pas que des éléments positifs. Ces mythes, ils existent depuis que l'IA existe. Hein. L'IA, c'est 1956, donc c'est pas comme si ça datait d'aujourd'hui. Et ces mythes continuent à persister, donc c'est pas non plus comme si on arrivait nécessairement à les, comment dire, à faire passer le bon message dans le grand public. L'ambition initiale de l'IA, simuler l'intelligence. On pouvait être intelligent, probablement, ce serait déjà bien. Des tuteurs intelligents ont été créés déjà dans les années 70-80. Ce dont on se rend compte, c'est que cette vision, elle n'est pas complètement réaliste parce que il y a eu en tout temps des obstacles techniques, des obstacles sociaux. Enfin, les prédictions ne se sont pas nécessairement révélées exactes, alors que, ben, bien sûr, on a mis beaucoup d'espoir dans ce type euh, de technologie. L'ambition, l'IA, c'est au niveau éducatif, c'est de pouvoir remplir un certain nombre de fonctions que l'enseignant devrait jouer. Définir les connaissances, alors pas que les connaissances en tant que telles, mais la manière dont elles s'articulent. Donc, comment on pourrait, grâce à l'IA, aujourd'hui, se faire un programme de cours, concevoir des tâches, ben, le job essentiel de l'enseignant, comment l'IA peut nous aider à concevoir des tâches, des supports, bien sûr, réfléchir à des contextes dans lesquels on peut développer ses compétences, réguler les actions, octroyer des feedbacks, enfin, voilà toute une série d'activités intelligentes que l'IA aujourd'hui peut nous aider à mettre en œuvre. Mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est justement aussi intelligent qu'on peut le supposer ou le qualifier? Les tuteurs intelligents, c'est une terminologie. Est-ce qu'il y a une machine qui nous permet de faire tout ce qu'on a dit précédemment? Aujourd'hui, on sait que c'est pas pleinement, complètement satisfaisant. Pourquoi? Ben parce que pour développer un tuteur intelligent, il faut développer un modèle de connaissance, un modèle de la tâche, un modèle de l'élève, un modèle du retour sur cette tâche, donc comment on régule ce qui peut se passer au niveau de l'activité d'enseignement et d'apprentissage. Et on sait que développer déjà un modèle de l'élève, c'est vachement compliqué. Hein, comment un élève réfléchit-il? Comment un apprenant apprend-il? Comment, quand une erreur est identifiée, comment on peut comprendre d'où vient cette erreur? Comment on peut comprendre la cause de cette erreur? Ben, c'est pas si simple que ça. Et donc, dans notre tête d'enseignant, on a plein d'éléments déjà que l'on peut invoquer, mais dans la réalité de ce qu'un élève réalise, eh bien, il peut y avoir parfois plusieurs causes différentes à la même erreur. Et donc aujourd'hui, avec les avancées de l'IA générative et le deep learning en particulier, on peut détecter des patterns qui feraient qu'on pourrait imaginer, mieux comprendre ce que fait un élève quand il se trompe, ce que fait un enseignant quand il enseigne, etc. On voit hein, en reconnaissance des visages, en imagerie médicale, avec les véhicules autonomes, que tout ça, ça se développe, mais voilà, est-ce qu'au niveau de l'éducation, ça a le même effet? Et donc, le constat que l'on peut faire tout cela, c'est que ces approches, elles n'expliquent rien. Elles constatent des co-occurrences, en gros, elles font des stats, et elles essayent de mettre en perspective un certain nombre de comportements, mais en fait, elles ne donnent pas, à proprement parler, des causes qui sont bien compréhensibles. Donc, le deep learning, l'IA, n'explique pas. Et donc, pourquoi est-elle parfois efficace et pourquoi ne l'est-elle pas toujours?
On va interroger cette question de l'efficacité. Pour l'interroger, on va l'élargir un peu en se posant la question, est-ce que les livres sont-ils efficaces? Est-ce que le numérique en général est-il efficace? Est-ce que les TBI sont efficaces? Est-ce que les ordinateurs sont... Ben, non, on ne peut pas répondre à cette question comme ça. Alors, vous voyez la petite formule qui est là en dessous. Si on veut observer des gains X, le X vous le remplacez par livre, IA, tout ce que vous voulez, eh bien en fait ça dépend de l'activité qu'on réalise avec ce X. Et donc c'est qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on met en place comme type de tâche avec l'IA, avec les livres, avec euh, les ordinateurs, la réalité. L'exemple sur la droite, c'est cet élève qui est peut-être devant Teams et qui est occupé à dormir, eh bien forcément, il ne va pas se passer grand-chose en termes de tâches par rapport à cet outil devant lequel il se trouve. Et donc là, on n'aura pas sans doute de grande efficacité, si ce n'est de se reposer. Mais en tout cas, par rapport à l'apprentissage, ça ne va pas spécialement bien. Donc, une des questions principales, c'est quelle est l'activité que l'on réalise avec cet outil que l'on dit avoir une forme d'efficacité. Donc on n'interroge pas l'outil, on interroge la tâche, évidemment, avec cet outil. Alors pour en venir à la question de l'efficacité de façon plus, on va dire, rigoureuse, prenons les écrits de John Hattie, hein, qui est ce chercheur néo-zélandais qui a écrit en 2011 un premier ouvrage, Visible Learning, et qui l'a complété en 2023 pour le faire évoluer au niveau de l'ensemble des analyses qu'il réalisait. Sachant qu'il a réalisé analysé plus de 132 000 études avec 207 millions de sujets, donc on peut dire qu'il a un échantillon relativement représentatif de ce que l'on peut réaliser dans le domaine de l'éducation. Il y a plein de lignes dans ce tableau, et dans ce tableau, il y en a une qui concerne les technologies et les effets des technologies. On va y revenir tout de suite. Quels sont les grands principes de Hattie? Ou un de ces grands principes, c'est de permettre de standardiser l'analyse en utilisant ce qu'il appelle la taille des faits. Ça veut dire qu'il nous permet de comparer des recherches, peu importe le contexte dans lequel elles ont eu lieu, et de se dire avec un indice toujours le même, je peux comparer les effets de ces recherches et donc de voir si elles sont ou non efficaces les unes par rapport aux autres. Le seuil qu'il a fixé, c'est 0,40. 0,40, c'est en dessous, on n'est pas efficace, et vous voyez qu'il y a des effets qui peuvent être même négatifs de certaines pratiques. Au-delà de 0,40, on est efficace. Et donc, voilà, c'est de cette manière-là qu'il a pu mettre en place un certain nombre d'effets de nos pratiques pédagogiques. Et donc, on va aller voir ce qu'il en est plus précisément de cette analyse qu'il peut faire des outils numériques, des usages des outils numériques. On ne peut pas faire toute la démonstration de la taille des faits, mais voilà, vous avez compris que c'était comparer des distributions sur des recherches qui sont différentes. Et si on a des tailles d'effets ici de 0,5 par exemple, ben la taille d'effet est plus réduite qu'une taille d'effet de 1 qui permet de montrer qu'il y a une plus grande différence entre deux conditions. Mais ça, c'est l'aspect technique que je ne vais pas vous détailler ici, c'est juste pour l'information. Donc, cette taille d'effet de 0,40, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui par rapport au numérique? L'impact de la technologie sur l'apprentissage. L'efficacité de la technologie. 207 millions de sujets, vous voyez la ligne qui est là, que j'ai légèrement grisée. Eh bien, 0,34. OK, c'est fichu. On est en dessous de 0,40, ça ne marche pas. Pour toutes les analyses, entre 1977 et 2023. Beaucoup de promesses non tenues. Avec le numérique, on allait éliminer la pauvreté, créer la paix, travailler sur l'environnement. Il y a des ambitions. Des ordinateurs pas chers, accessibles pour tous. Peu d'enfants les ont utilisés. La déception, c'est un lien entre la réalité et les attentes. Beaucoup d'attentes, la réalité ne correspond pas, mais il y a une déception importante. Si on regarde par niveau scolaire, déjà on ne voit plus tout à fait la même chose. Là, pour l'élémentaire, on est au-dessus de 0,40. Yes, on a quand même quelque chose. Pour le lycée, secondaire, université, zut, ça ne marche pas bien. Bon. Pas beaucoup d'effets quand on regarde globalement. Allons voir autre part. Si on regarde, si globalement on ne voit pas ce qui peut être efficace, ben allons voir plus localement. Rappel, il est facile d'être certain, pour cela il suffit d'être suffisamment vague. Pour l'instant, on a été suffisamment vague pour ne pas trop voir de résultats. On va aller voir plus loin. Ben,
Par rapport à des technologies spécifiques, réalité virtuelle, 0.57, robotique, 0.57, vidéo interactive, 0.54, c'est mieux. Donc déjà, quand on analyse de façon plus contextualisée certains types d'usages avec le numérique, on observe des effets qui, eux, s'avèrent efficaces en termes d'apprentissage. Et ça, John Hill documente en mettant en valeur, en mettant en évidence toute une série d'usages lors desquels, eh bien, ce seuil de 0,40, il est dépassé, même si la moyenne de ceux-ci n'est qu'à 0,34. Pour les élèves à besoins spécifiques, 0,60. Utiliser des outils numériques pour les élèves à besoins spécifiques, on arrive à ce seuil-là. Des outils mobiles, tactiles, bon, certains, utilisés dans certaines conditions, s'avèrent efficaces. VR, robotique, on l'a vu. Donc, allons voir par rapport à ces différents usages, de quelle manière on peut encore être un peu plus précis. On a évoqué l'IA pour l'inclusion des élèves en situation de handicap. On a une série d'usages qui s'avèrent efficaces. On a pu les voir de façon globale. 60, ici, on a des recherches qui évoquent les raisons pour lesquelles ces usages-là sont pertinents. Les médias sociaux. En commerce, si on regarde par rapport la quantité de messages, d'addiction, comme on peut l'appeler, c'est-à-dire de temps passé, non, pas le temps d'utilisation, c'est juste en dessous, on remarque que par rapport à la performance académique, on a des effets plutôt délétères. Mais si on regarde par rapport à l'engagement, par rapport à l'ouverture des discussions, par rapport à la participation des élèves, là, on voit des effets qui sont intéressants, c'est-à-dire qui sont positifs. Donc, c'est pas parce qu'on parle d'un objet, comme les médias sociaux, que pourtant tout est négatif. Donc, selon la variable qu'on analyse, eh bien, en fait, on a des effets qui sont positifs et d'autres le sont beaucoup moins. La réalité augmentée, là, quel que soit le niveau, primaire 0.65, secondaire 0.60, supérieur 0.70, donc réalité augmentée, ça a l'air d'avoir pas mal d'effets positifs en fonction des matières aussi. Sciences naturelles, tout à l'heure on a parlé de la recherche que Karim a évoquée concernant les sciences à proprement parler, ben, voilà, on voit qu'en tout cas, cette réalité virtuelle peut avoir certains effets, de nouveau pas de façon absolue. L'apprentissage à distance, qu'on a tous beaucoup connu pendant le Covid, qu'est-ce qui fonctionne? Ben, ce qui fonctionne bien, c'est quand il y a de l'interaction qui est créée entre les étudiants. Donc, là, vous laisser à distance et ne pas vous faire interagir, c'est moins efficace que si je vous faisais interagir. Évidemment, l'interaction va susciter du conflit cognitif, va susciter des réactions des uns et des autres, etc. L'interaction avec le contenu. Est-ce qu'on propose un contenu interactif ou bien un contenu statique? Là, un contenu interactif, 0.46. Ouais. Ça dépend des conditions. L'usage d'applications qui sont mobiles, qui sont spécifiques. Logiciel de géométrie dynamique, 1.02. Les vidéos sous-titrées, 0.99. Kahoot, 0.65. On voit que là, il y a des outils qui nous permettent d'atteindre certains seuils qui sont plutôt intéressants. Qu'est-ce qui marche vraiment bien? Faire travailler les élèves en groupe autour d'applications, ben en groupe, ça marche pas très bien. Au niveau individuel, 0.25. Par pair, 0.54. Donc, ça nous donne une indication de, si vous devez faire travailler des élèves avec des outils numériques, ben faites-les travailler à deux. C'est ça qui a l'air de fonctionner. Alors qu'en plus grand groupe, ben ça se dilue. Tout seul, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'interaction entre eux, tandis que là, il y a des interactions. Les interactions suscitent une qualité d'apprentissage qui va être meilleure. Techniques de rétroaction en classe, comme Kahoot, Moodle, etc. Effet immédiat, 0.49. Effet à moyen terme, diminue un peu, 0.34. S'ils discutent entre pairs pour répondre à la question, 1.09. Faites-les discuter avec Kahoot, faites-les discuter avec Mooklap. Là, ça a un effet plus important, l'effet de l'outil, mais l'effet de l'interaction entre eux. Les outils d'IA qui sont efficaces, hein, des exemples que l'on peut mettre en avant, je ne vais pas l'écrire ici, mais la Khan académique, bien sûr, certains d'entre vous connaissez bien, qui propose ces exercices qui sont résolus et qui peuvent être très personnels. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'au niveau de l'IA en éducation, ben, en fait, on a des fonctions, comme par exemple la fonction diagnostic, identifier le niveau de départ, les lacunes spécifiques de l'apprenant,
Un contenu qui va pouvoir s'adapter en fonction de la difficulté et de la progressivité dans laquelle l'élève doit se trouver. Le feedback immédiat, le retour de feedback, quelle surprise. Les progressions optimisées, des parcours d'apprentissage qui vont faire que ça fonctionne. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que quand on analyse toutes les raisons pour lesquelles ces outils ont l'air d'avoir de l'effet, c'est parce qu'ils consolident, ils renforcent l'apprentissage, c'est parce qu'ils permettent la discussion, favorisent les interactions, c'est parce qu'ils stimulent la pensée et la réflexion, c'est parce qu'ils offrent un feedback, ils optimisent le suivi. Et donc, ce qui nous apparaît, c'est que ce ne sont pas les outils, quels qu'ils soient, technologiques ou pas, qui priment. Mais si on analyse ce que l'intelligence artificielle peut apporter, c'est parce que derrière l'intelligence artificielle, là, c'est parce qu'elle met en pratique des principes pédagogiques qui, eux, fonctionnent. Quand on regarde les principes essentiels qu'Cathy met en évidence comme fonctionnant du point de vue pédagogique, c'est l'auto-évaluation, le feedback, les pratiques métacognitives, l'évaluation formative, l'individualisation. Là, on est largement au-dessus de 0,40. Et donc, la vraie question, c'est est-ce que l'IA nous permet de mettre en œuvre ces principes pédagogiques? Est-ce que l'IA nous permet de mettre en œuvre de l'auto-évaluation? Et bien, à partir du moment où c'est ça que l'on réalise avec l'IA, ben c'est cette efficacité du principe pédagogique mis en œuvre grâce à l'IA qui va faire que ça fonctionne. Si je prends un exemple que j'ai réalisé, moi, que je vous explique brièvement, j'ai demandé à ChatGPT de pouvoir converser avec lui, elle, en anglais, et je lui demande de corriger euh, mon texte en anglais quand je lui écris en anglais. Donc, elle m'aide à... J'écris en anglais, elle me pose des questions, je réponds, et dès que je commets une erreur sur mon texte anglais, dans la réaction générique qu'elle propose, elle me propose ben, des meilleures manières de formuler mon anglais écrit. Et puis, une fois que j'ai réalisé ça, en fait, je lui demande, est-ce que tu peux me faire des exercices qui reprennent toutes les erreurs que j'ai commises pour que je puisse m'entraîner à ce que ces exercices, peuvent m'entraîner à améliorer mon anglais. Je travaille dans un dispositif d'auto-évaluation où, grâce à l'IA, je vais pouvoir susciter cette auto-évaluation de façon peut-être pas plus simple, mais en tout cas, qui dans ce cas-ci va me permettre de développer un certain nombre de connaissances. Euh, les recherches vont dans le même sens. Ethan Mollick, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, suivez-le sur LinkedIn parce que c'est vraiment quelqu'un qui relate beaucoup de recherches très très actuelles sur les effets de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc c'est pas juste des considération très générale, mais il met vraiment en avant des recherches qui traitent d'un certain nombre de résultats. Et ici, on voit entre autres le résultat d'un dispositif dans lequel l'IA a été utilisé et pour lequel on a un score qui est bien meilleur parce que mettant en pratique des principes d'auto-évaluation. Euh, en Afrique, un dispositif qui a été mis en place sur WhatsApp pour aider les élèves en mathématiques. Et ce dont on se rend compte, et c'est une étude qui a été menée par des universités, l'université d'Oxford et une autre université américaine, donc c'est pas les derniers, on va dire, à mettre en place des dispositifs expérimentaux, et dans lesquels ils montrent que les élèves qui ont utilisé ce dispositif ont pratiquement une année d'avance sur ceux qui ne l'utilisent pas. Donc, voilà. Auto-évaluation, auto-formation, un académie comme je l'évoquais tout à l'heure, les exemples résolus, le fait de bénéficier de façon autonome d'un certain nombre de résolutions, de procédures et de pouvoir y revenir, de pouvoir apprendre par soi-même avec une structure qui a un effet, on va dire, positif, ben ça suscite tout cela. Auto-évaluation avec l'IA, alors on peut dire oui, mais où est le côté humain, tout ça. Mais en fait, vous faites travailler une partie des élèves avec l'IA de face, dispositif d'auto-évaluation. En tant qu'enseignant, vous pouvez vous libérer pour être actif avec d'autres élèves qui en ont besoin. Et donc, en fait, ce que l'on croit perdre peut-être du côté social en faisant
travailler des élèves de façon autonome et, dans ce cas-ci, dans un environnement numérique, mais en fait, on peut consacrer ce même temps à des élèves qui en ont beaucoup plus besoin et qui ont vraiment besoin de vos explications et du contact humain pour le faire. Donc, faire travailler par atelier, on va dire, et que certains travaillent de façon autonome et que d'autres soient accompagnés par vous, justement, ça vous permet de travailler avec un groupe classe peut-être plus réduit, mais pour lequel, évidemment, l'efficacité va aussi être mise en avant. Donc, ces systèmes de tutorat intelligent qui suscitent cette auto-formation, cette individualisation, euh, ils sont mis en place de façon... enfin, ils sont efficaces pour toute une série de raisons et dans toute une série de configurations. Et donc, on a comparé, de nouveau, en termes de taille d'effet, l'instruction régulière sans tutorat, c'est 0,30. Un système de tutorat intelligent numérique, 0,76. Pas mal. Tutorat humain, 0,71. C'est mieux. Mais est-ce qu'on peut faire du tutorat humain tout le temps avec tous? Et donc, si vous arrivez à combiner certains qui travaillent de façon autonome et d'autres qui auront besoin de ce tutorat humain, ben, en fait, vous avez à peu près la même efficacité, sauf que le tutorat humain, ben, en fait, il est plus compliqué à mettre en place quand on a un groupe d'élèves relativement important. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Aussi, ben, ce sont les feedbacks. Quel type de feedback? Pas la fourniture de la réponse correcte. Moins point 11. C'est délétère donner la bonne réponse à l'élève. Donner des explications, point 66. Faire de la remédiation, point 73. Donc, quel type de feedback? C'est pas juste parce qu'on donne un feedback, mais si le feedback c'est la bonne réponse, en gros, c'est plutôt l'effet inverse qu'on va. Certains disent et évoquent la fameuse constante macabre de Bloom, dans laquelle ben, vous savez que quelle que soit la classe, vous allez toujours trouver des élèves qui sont très bons, des élèves qui sont très mauvais. Il y a un ventre mou dans lequel on retrouve un maximum, enfin une majorité d'élèves, en disant que justement avec l'intelligence artificielle et ses capacités de pouvoir générer un tutorat individuel, ben, peut-être qu'on peut justement mettre augmenter le nombre de réussites parce qu'on arrive à mieux prendre en charge un grand nombre d'élèves plutôt que de perpétuellement les comparer les uns aux autres et d'une manière qui n'est pas très efficace. Si on regarde l'efficacité de ces tutorats intelligents, à peu près quel que soit le niveau scolaire, ça fonctionne pas mal. Moi, en primaire, donc on peut se dire qu'au primaire, ils ont plus besoin d'un accompagnement humain que d'un accompagnement qui est assuré par une technologie, mais dans les autres cas, ça s'avère. Donc, la vraie et la bonne question à se poser, c'est est-ce que je mets en œuvre des principes pédagogiques efficaces? Et la question de la technologie, c'est jamais qu'une question qui se superpose à celle-là, en se disant est-ce qu'elle me permet de mettre en œuvre ces principes pédagogiques efficaces? Alors, bien sûr, on ne va pas les détailler en long, en large et en carré, mais il y a des risques, il ne faut pas les négliger. Hein, le risque de distraction, le risque de surcharge cognitive, le risque de dépendance excessive au détriment d'autres activités, le cyberharcèlement, la désinformation, enfin, on va pas faire le détail de tout ça. Au niveau de l'IA proprement parlé, on sait que les algorithmes sont biaisés de façon enfin, là où ils sont conçus, qu'il y a une forme d'injustice algorithmique. Dans une analyse de 2020, on a pu mettre en avant que des élèves de milieux défavorisés étaient pénalisés. Donc il y a un risque de renforcement des inégalités. Donc il faut être attentif, bien sûr, à ce que l'IA permet et ne permet pas. En tout cas, cette dépendance technologique, cette perte d'autonomie, elle peut aussi être présente. Donc de nouveau, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais en même temps, la conscience que l'on doit avoir des risques, elle doit bien être là. Bien sûr, la question de la transparence, la question de la sécurité sont toutes des questions qu'on doit et qu'on peut se poser. Vous le savez. Une question qui va rejoindre celle que j'ai évoquée tout à l'heure, enfin, il n'y a pas une question, mais en gros, 50% des enseignants ne sont pas formés suffisamment. Ça, c'est une étude de l'UNESCO qui le met en avant. Donc, ça n'a pas évolué. Je pense que l'étude de l'Agence du numérique de 2020, 2018, enfin bref, la précédente sur les enseignants, 2018-19,
Elle disait 50% des enseignants se disent à l'aise avec le numérique et formés, 50% des... On n'a pas bougé. On en est toujours là, on en est toujours. Et aujourd'hui, sans référentiel de compétences pour les enseignants, on en reste à un enseignant sur deux qui est prêt à le faire et qui va le faire parce qu'il y croit et parce qu'il est bien formé pour. Et on a un enseignant sur deux qui va pas le faire parce que, voilà, il n'y a pas quelque part un cadre qui lui demande de le faire pour qu'il puisse bien former les élèves qui, eux, doivent développer des compétences. Donc, un de mes messages de départ, c'était pas d'efficacité intrinsèque de la technologie. C'est pas de la magie, ça marche pas parce qu'on met de l'IA, ça marche pas parce qu'on met du numérique. C'est efficace si c'est un moyen au service de principes pédagogiques. Pourquoi? Parce que c'est le feedback qui est important, c'est l'interaction qui est importante, c'est la structuration qui est importante, c'est le fait que ce soit l'enseignant qui pense tout ça qui est important, et évidemment, c'est le fait d'avoir une ingénierie, une intégration réfléchie du numérique dans des pratiques pédagogiques qui va faire que l'IA et le numérique peuvent se révéler efficaces. Le feedback informatif, voilà, je ne vais pas y revenir, mais tous ces principes-là sont vraiment c'est connu depuis longtemps, mais on le répète depuis tout aussi longtemps, et je crois qu'on va encore devoir le répéter, quelles que soient les évolutions des technologies. Et regardons quand même aussi les études plus générales de APTI. Il nous dit que si on regarde la technologie en général, on est à 0,34, donc on ne dépasse pas ce seuil de 0,40. Mais si on isole les recherches avec les technologies, enfin, sur les technologies qui sont basées sur des principes pédagogiques efficaces, on est à 0,51. On peut être rassuré. Si on met en œuvre des principes pédagogiques à l'aide de la technologie, et bien à ce moment-là, ce seuil de 0,40, on arrive à le dépasser. Ce qui compte, c'est comment on utilise la technologie. Les principes d'enseignement classique qui marchent s'appliquent aussi avec la technologie. Il y a donc du potentiel, mais ce potentiel, il faut arriver à le révéler, il faut arriver à le mettre en œuvre. C'est bien à ça qu'il faut former nos enseignants. Qui est irremplaçable? La finesse humaine, on ne la remplacera pas, en tout cas pas encore. Les nuances culturelles et émotionnelles, vous avez dans une classe des profils très hétérogènes, comment vous faites pour le répondre, pour être sensible à ce qu'ils peuvent manifester, comment on accompagne, comment on encourage. Oui, l'IA peut faire générer certains feedbacks, mais ce ne sera jamais à la hauteur de ce qu'un être humain peut adresser à un autre être humain. La régulation sociale, la question. Donc maintenir l'humain dans la boucle, c'est essentiel. Former et accompagner les enseignants, c'est essentiel. Le cadre éthique, d'être bien conscient de son importance. Évaluer rigoureusement les impacts. Donc ne soyons pas généraux, soyons spécifiques. Expliquons bien en quoi ce que l'on met en place a du sens du point de vue pédagogique. Et à partir de là, on pourra effectivement mettre en avant des effets d'une technologie. Donc le monde de l'éducation doit s'emparer de cette question, du numérique, de l'IA. Si on ne le fait pas, ne vous inquiétez pas, d'autres le feront ou l'ont déjà fait. Hein, Google Classroom, Facebook for Education, Office 365 Education, Apple Education, tous des philanthropes qui s'occupent du bien-être de l'être humain et qui n'ont qu'une envie, c'est que chacun se développe personnellement sans aucun argument économique derrière. Donc, voilà. C'est à nous de faire valoir quelles valeurs nous voulons défendre pour nos élèves, nos enfants, nos étudiants. Et donc, dans cette diapo finale, ce que j'ai envie de signifier, c'est vraiment le fait que si l'on veut élever l'être humain, eh bien, en fait, il peut se mettre sur les épaules de la technologie, il peut se reposer sur la technologie pour le faire, mais c'est l'être humain qui doit être augmenté et pas l'inverse. Donc, c'est pas à nous à mettre en avant la technologie, mais c'est bien elle qui doit nous aider à nous faire avancer, à nous faire grandir, en fait. Et là, vous voyez, on grandit comme ça. Donc, voilà, je vous remercie. Alors voilà, ce qu'il est prévu maintenant, c'est super parce qu'on est dans les temps. C'est assez génial. Donc il y a un petit quart d'heure qui est dédié à l'échange, au débat, aux discussions. Donc
Vu que ça se fait à distance, je demanderai aux personnes qui sont à distance de bien vouloir écrire dans le chat la question, alors que je tenterai de relayer au fur et à mesure de la discussion. Et je demanderai juste une petite consigne ici, s'il y a débat-échange dans la pièce pour les personnes en présentiel. Vous remarquez qu'au-dessus de vous, il y a 4 points verts. C'est pas des lasers en cas de mauvaise réponse qui risquent de vous griller, c'est un micro. Donc le micro, il est très sensible, donc veillez, s'il vous plaît, à ne pas prendre la parole de manière intempestive, de manière à ce qu'on puisse vraiment entendre pour les personnes en ligne qui participent ici à l'événement, pour qu'on entende bien la question et pour qu'on entende alors les échanges qui suivent. C'est OK pour vous? C'est très bien, parce que si ça vous va pas, vous pouvez aller dehors et la porte, eh ben, il y a un badge pour rentrer, donc vous serez dehors. Donc voilà. Donc maintenant, un petit quart d'heure d'échange, débat, discussion, un petit quart d'heure de pause, et puis on passera alors à la présentation de Madame Descamps. Ça va? Voilà, n'hésitez pas, la parole est à vous. Mais je vais peut-être amorcer la question, parce que Bruno vient de faire apparaître la diapo qu'il n'a pas encore commentée. Donc, pour permettre à chacun de poser ses questions, peut-être juste nous expliquer un petit peu, Bruno, quels sont les outils d'IA que tu as utilisés pour préparer cette présentation. Ouais. D'abord, c'est bien dire, et je crois que c'est ce que nous devons faire et ce que on doit véhiculer comme message pour nos étudiants, c'est que c'est pas gênant d'utiliser l'IA à partir du moment où on est clair et on l'utilise non pas pour plagier ni pour copier ce qu'elle nous dit, mais pour l'intégrer dans toute une série de productions qu'on peut réaliser. Donc, voilà, j'ai réalisé des illustrations avec Dali, avec Midjourney, j'ai utilisé Napkin, j'ai utilisé Gamma. J'ai utilisé bien sûr ChatGPT, mais aussi Perplexity, Claude, Mistral, Gemini pour voir un peu comment ils se parlent, comment ils se comparent. Et en fait, de tout ça, on fait un mix. Et puis après, ici, toute cette présentation, elle est générée à peu près complètement avec Gamma, hein. Et donc, j'ai un texte que j'ai bien sûr réalisé, contrôlé, vérifié, et pour lequel je suis pleinement au clair sur ce qu'il recouvre. Mais maintenant, pour faire une présentation, c'est incroyable. On arrive aujourd'hui à gagner un temps incroyable dans la forme, et justement pour mieux se préoccuper du fond. Et donc, c'est sans doute ça l'essentiel, c'est comment on se préoccupe du fond, et puis de faire après une présentation avec une forme un certain look, mais sans passer plus de temps sur la forme que sur le fond. Et donc, essentiel. Mais voilà, je crois que je pense aujourd'hui que ça pose aussi plein de questions de dire qu'on utilise l'IA et que je crois que nos étudiants et nous, on est au clair sur le fait de dire qu'on utilise l'IA et qu'on ne va pas se faire quelque part alpaguer par les uns et par les autres en disant qu'on va utiliser parce que pour certains, ça peut être confus. Je prends un exemple clair, c'est celui du FNRS qui dit il est tout à fait envisageable que des dossiers soient introduits en ayant utilisé l'intelligence artificielle. Il faut que les personnes qui l'ont fait le mentionnent. Gaëtan est là pour en témoigner. Au FNRS, vous avez des listes de candidats, il y en a 20 qui vont passer. Si le 20 et le 21e sont au même score, et qu'il y en a un qui dit qu'il a utilisé l'IA et l'autre pas, lequel on va choisir? Je pense que, cas dans l'évaluation, et ça se révèle dans un certain nombre de recherches, l'évaluation est plus stricte aujourd'hui parce qu'on pense que tout le monde utilise l'IA, même s'il l'utilise ou pas. En tout cas, l'impression est que il faut être plus strict parce qu'on utiliserait potentiellement. Donc, ça pose des vraies questions en termes d'évaluation et de qu'est-ce qu'on évalue, est-ce qu'on accepte d'évaluer les productions dans lesquelles l'IA est intervenue. Après, quoi faire, c'est encore. On ne le mettra pas en balance avec celui qui n'a rien dit et pour lequel on ne saurait pas vérifier s'il a utilisé l'IA dans le cas du FNRS. Sûr. Donc, là, si on ne le dit pas, est-ce que c'est détectable? Aujourd'hui, non. C'est pas détectable, ça sera sans doute jamais. Sauf si on laisse en dessous réalisé avec perplexité, on a oublié de l'enlever, hein, ce qui est arrivé dans des dossiers. Hein. Donc, il y a des gens qui sont capables de tout aussi. Donc, bref, mais à part ça, évidemment, bien sûr que ça intervient. Mais je veux dire, ça intervient dans notre représentation des travaux et des dossiers qui nous sont fournis. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça?
Ça, c'est une vraie question, évidemment. Cette réalité d'aujourd'hui qui doit nous questionner, enfin, qui nous questionne. Moi, j'aurais 1000 questions à poser, hein, mais voilà, j'aime bien Ça va parler. être faux. Moi, j'aime bien la distinction qui a été évoquée ici, peut-être pas avec les mêmes termes, mais entre quel choix est-ce qu'on va poser à l'avenir, à savoir est-ce qu'on deviendra un professionnel augmenté à l'aide des outils d'IA, ou est-ce qu'on choisit de devenir de simples opérateurs d'IA? Bon, c'est pas moi qui le disais non plus, hein. Je reprends ça, je pense que c'était Richard Emmanuel Istès lors d'une de ses conférences, qui faisait le parallèle avec les caissières aujourd'hui dans les supermarchés. Voilà, les caissières aujourd'hui dans les supermarchés, on les remplace par des caisses automatiques. Donc les caissières deviennent des opératrices de ces caisses au détriment de ce qu'elles pouvaient mobiliser au départ, à savoir la relation client, etc., etc. Discuter de tel produit qui passe sur le chariot en disant moi j'aime pas ça cette semaine. Enfin, soit, vous avez compris, on mobilise d'autres choses. Et aujourd'hui, effectivement, on se retrouverait plus dans le côté opérateur de ces outils, sans forcément les utiliser pour mobiliser d'autres compétences qu'on ne mobiliserait plus au final à partir d'autres tâches. Ben voilà, c'est la réflexion en tout cas où placer le curseur aujourd'hui par rapport à certains outils et les usages qui en découlent. Moi, je pense qu'il est assez clair que notre rôle d'enseignant, d'accompagnant, il est toujours principal. Et donc, ben, oui, comme ici, c'est quelque chose qui doit nous aider. Donc, je pense que de tout temps, l'être humain s'est aidé d'un certain nombre d'outils. Voilà un autre outil. Et donc, que l'outil prenne la place ou que nous ne soyons que quelque part des gens qui tenons l'outil mais qui n'y réfléchissons pas ou qui n'a pas. Nous avons à apporter des dimensions. D'ailleurs, quand on évoque le fait que l'humain est irremplaçable, il est irremplaçable pour toutes ces raisons-là que l'IA aujourd'hui ne peut pas mettre en œuvre. Et donc, c'est complémentaire. Et c'est même plus que complémentaire, je veux dire. C'est nous qui décidons de ce que nous faisons de l'IA. Donc, c'est même pas elle qui décide ou qui va décider avec nous. C'est nous qui allons décider de ce qu'on lui fait faire et de ce qu'on accepte qu'elle puisse faire. Et moi, je crois que la place de l'humain, elle est encore peut-être plus présente parce que, comme on l'évoquait aussi tout à l'heure, si ça permet de faire travailler certains élèves, certains étudiants en tant qu'autonomes, à côté de ça, on peut encore mieux s'occuper de ceux qui en ont besoin. Et donc, là où le dialogue, là où l'interaction être humain à être humain est indispensable, eh bien, on peut la préserver, peut-être même encore l'augmenter, sauf que tout le monde n'en a pas besoin au même moment et que ça nous permet de gérer peut-être plus de monde en même temps en faisant au mieux. Je ne veux pas dire qu'on va faire mieux, mais en tout cas, on va faire au mieux. Et voilà, de tout temps, à l'époque, quand il y avait une classe où il y avait 100 élèves, c'était pas des classes de 25 ni de 30, hein, on faisait aussi ce qu'on pouvait avec les moyens qu'on avait. Donc, oui, moi je crois profondément que oui, ça remet l'humain dans ses fonctionnalités premières encore plus au centre, et qu'on peut déléguer à la machine le plus intéressant peut-être. Moi, j'aurais quand même tendance à dire que en fait, la question est mal posée si on parle de l'humain essentialisé. Il y a des humains qui seront remplacés par la machine, et il y a des humains qui seront émancipés, qui utiliseront l'IA tel que tu le décris, mais il y a des humains qui seront effectivement remplacés par la machine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire l'humain essentialisé, c'est-à-dire tout le monde dans le même registre. Il va y avoir des multitudes de seuils d'application de l'IA à certaines catégories d'humains. Oui, sachant que de tout temps aussi, les technologies ont remplacé des travaux que les humains faisaient, et donc les humains qui étaient derrière ont dû se former à autre chose pour pouvoir retrouver une place justement qui leur redonnait cette forme d'humanité. Euh, Aujourd'hui, si on regarde sur les chaînes de montage, là où l'humain est indispensable, c'est dans tout ce qui concerne la qualité. C'est l'analyse qualité qui est faite du montage automatique. Donc le montage, il est plus automatisé par les humains, mais ce qu'on pouvait peut-être pas faire avant parce qu'on n'en avait pas le temps, c'était l'analyse qualité qu'il y avait derrière. Aujourd'hui,
l'analyse qualité, il va être remis en avant et que, sans doute, une machine ne peut pas faire aussi bien qu'un humain. Donc, moi, je crois que les fonctions, alors, si on parle du monde de l'éducation et de l'enseignement, je pense que dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la formation, on aura toujours, enfin, l'histoire montre que, quelles que soient les technologies qui se sont intégrées dans l'école, elles n'ont pas remplacé un enseignant. Elles ont permis à un enseignant de faire plus de choses différentes et peut-être mieux centrées sur la relation avec l'élève et entre enseignants que plutôt, si après les mails ils peuvent être écrits plus rapidement par le directeur parce il a son outil qui permet de répondre aux mails automatiquement, pas répondre aux mails, ça dépend évidemment Tous les profs. et donc, évidemment qu'il y a des emplois qui vont être remplacés, mais la question aussi, c'est comment, dans la société, on envisage suffisamment à temps ces métiers qui vont être remplacés, par quoi vont-ils l'être et comment on forme ces gens maintenant. Euh, Aujourd'hui, si on regarde les conducteurs de bus à Bruxelles, il y a une grande partie des conducteurs de bus à Bruxelles qui ne sont plus capables de faire ce que faisaient les précédents, c'est-à-dire si leur bus tombe en panne, tout est électronique maintenant, ils peuvent plus le faire. Donc aujourd'hui, on doit les former à autre chose que ce à quoi on les formait hier. Sinon, ils ne peuvent plus remplir les fonctions et donc les métiers changent. Aujourd'hui, notre garagiste, il nous dit, moi, une voiture électrique, je ne veux pas l'avoir parce que je ne sais pas ce que je dois faire. C'est toujours un garagiste. Et donc demain, comment on forme les gens qui vont devoir utiliser d'autres outils qui sont là et qui apparaissent. Et donc c'est aussi anticiper en termes de société sur comment on va devoir former des gens pour que nos voitures roulent si elles tombent en panne, quoi. Enfin, puissent de nouveau rouler si elles tombent en panne. Après, ça veut pas dire que tout le monde va s'y retrouver tout de suite, mais en tout cas, c'est une vraie question de société et de formation de façon générale, on va dire. Pour rebondir là-dessus, un message dans le chat qui nous dit en Arizona, à la rentrée de septembre 2025, le professeur des élèves d'une école de Phoenix sera l'intelligence artificielle de leur ordinateur. Donc 2 heures d'enseignement par jour. La particularité, l'IA dirige les cours, aucun professeur n'est présent. Bien triste. C'est sûr. Je dirais, pas beaucoup cette situation-là, mais je dirais, si c'est mettre quelque chose, s'il n'y a pas d'école, je dirais why not? C'est parce qu'il n'y a rien d'autre. Sinon, évidemment, que ça doit être complémentaire avec une pratique humaine qui est associée derrière. Mais si ça permet peut-être à cette école qui est complètement isolée dans le désert d'avoir un enseignant plutôt que de pas en avoir, alors ça peut apporter quelque chose, mais ça n'apportera pas autant qu'un vrai enseignant devant la classe qui est peut-être à certains moments utilise l'IA, quoi. Donc, oui, ça serait dommage que ça devienne comme ça, c'est sûr. En tout cas, la plupart des études, vous savez, il y a, je ne sais plus quel site, Will Robots Take My Job, ça s'appelle, je crois, c'est le MIT qui a développé ça, et dans lequel vous pouvez aller aujourd'hui tester votre fonction, votre métier, et en fait, il vous donne un pourcentage de remplacement possible par le numérique. Enseignant, c'est 89% de chances de ne pas être remplacé par le numérique. Aujourd'hui. Donc, je crois que pour le monde enseignant, en tout cas, après, radiologue, c'est pas le même pourcentage, conducteur de taxi, c'est pas le même pourcentage, parce que il y a d'autres fonctionnalités qui arrivent et qui vont faire que leur job est en question, c'est sûr, mais après, pour le radiologue, peut-être qu'il va plus pouvoir, ou il va plus devoir analyser les radios aussi bien qu'il le faisait avant, mais il garde la responsabilité de la décision. Donc, si la radio est mieux analysée que précédemment ou plus rapidement, c'est quand même lui qui va dire à son patient ce qu'il en est en termes de pathologie, etc. Et puis, il va peut-être pouvoir mieux l'accompagner. Et peut-être qu'il va pouvoir voir plus vite une maladie qu'on ne le voyait avant. Et donc, c'est là qu'on gagne. C'est dans le fait d'améliorer peut-être la santé des individus, et après d'accompagner ces individus sur le chemin d'une forme oui, de remise en santé positive et constructive. Mais voilà. J'ai pas envie comment on réfléchit dans notre monde actuel. C'est vrai que avoir des positions bien affirmées sur nos valeurs parce qu'elles sont remises en question à plein d'endroits. Et je crois que c'est aussi l'éducation qui va permettre de nous aider à faire ça.